Alors, le sujet que je vais aborder, là on est dans la session méthodologique, il concerne chacun d'entre nous, chaque archéologue qui travaille sur cette question des inégalités y a été confronté. C'est la question des marqueurs, comme disait Christophe, ou celle j'emploie le terme de proxy dans le sens d'un indicateur qui permet de mesurer empiriquement un phénomène. Et en réfléchissant sur cette question des inégalités, je me suis fait la réflexion un peu impertinente qu'il est assez étrange de ne parler que des inégalités quand on aborde le sujet, puisqu'on voit que depuis une petite trentaine d'années en archéologie, on passe notre temps à chercher des preuves de cette inégalité, mais sans jamais se poser la question de son corollaire, qui est cet état supposé d'égalité qui serait donc admis comme un postulat. On aurait des sociétés qui naturellement auraient une forme égalitaire, et à quel moment, quand, où, comment seraient arrivées les inégalités. C'est la seule question qu'on se pose, et encore dans cette table ronde, je pense qu'elle va vraiment dominer les débats. Alors, dans l'abondance de littérature sur le sujet, là j'en ai vraiment mis qu'un petit extrait. Toutes nos réflexions donc, portent sur le où, quand, comment, mais il apparaît comme acquis, comme je le disais, d'emblée et pour toujours, que la forme de base des groupes de chasseurs-collecteurs, c'est la société égalitaire. Alors pourquoi ne pas aussi poser la question des marqueurs de l'égalité ? C'était un peu la réflexion qui a mené à l'élaboration de ce papier. Alors, je vais faire une présentation qui marche un peu aussi sur les traces de celle de Christophe, mais partir du point de vue inverse, celui de l'archéologue de terrain, et donc comment, à partir des données de terrain, on peut parler de cette question de l'inégalité, et donc aussi de l'égalité. Alors, le postulat de sociétés d'emblée égalitaire, on sait d'où il vient, il a des racines très anciennes dans les prémices de la pensée moderne. On est bien avant Rousseau, bien avant le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. L'homme est par nature bon, profondément bon et généreux, ça vous connaissez tous ce postulat. Ici on voit une image qui illustre un peu cette tendance dans les écrits des explorateurs de la Renaissance, Christophe Colomb, Pedro Álvarez Cabral, Américo Vespucci, Jacques Cartier, qui parcourent l'Amérique et qui décrivent une jeune humanité, donc première sorte de confrontation de nos sociétés européennes avec ces groupes de chasseurs-cueilleurs qu'on décrit vraiment très pacifiques pour la plupart. Pedro Álvarez Cabral, il accoste le 22 avril 1500 en Amérique du Sud. Et un de ces hommes, un membre de l'expédition, Pero Vaz de Caminha, qui est secrétaire d'escadre de Cabral, dans sa lettre qui est célèbre du 1er mai 1500, nous relate comment ces contacts se passent de façon très paisible et comment, quand on leur demande de poser leurs arcs et leurs flèches, ces hommes les déposent. Donc on aurait on a les mêmes échos aussi chez Jacques Cartier, plus au nord, qui décrit que ces sauvages ont l'âme aussi pure que celle d'enfants. Donc on aurait des peuples autochtones, donc de chasseurs-collecteurs, qui vivent tranquillement dans la nature en parfaite harmonie, tandis que les hommes de l'ancien monde, de l'Europe, ne veulent que s'enrichir, se dominer les uns les autres et faire la guerre. Alors ce mythe du bon sauvage, il est écorné assez rapidement dans l'histoire, au XVIIIe siècle par Diderot notamment, mais pourtant, malgré cette littérature qui a fait un petit peu contre-feu, on le retrouve toujours un petit peu en filigrane dans nos recherches. Ici, je vous ai fait une sorte de petite représentation graphique de ce qui est le modèle dominant dans notre courant global de l'évolutionnisme social. Alors, on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui seraient à l'origine plutôt égalitaires, et au fur et à mesure de l'histoire se développent des inégalités. Alors,
il y a eu une grosse tendance à dire c'est à ce nœud-là, au centre des deux flèches, ce point de cristallisation, la néolithisation, que vraiment explosent les inégalités. Aujourd'hui, on cherche les origines un peu plus tôt dans les flèches des inégalités, hein, mais on est quand même sur cette logique de l'évolutionnisme social qui va d'une flèche, si on la simplifie vraiment à l'extrême, d'une flèche de société vraiment égalitaire avec un développement de plus en plus des inégalités, sachant que les allers-retours sont également possibles. Ça, c'est ces petits aménagements qu'on a fait dans notre modèle de l'évolutionnisme, tout en le conservant. Alors, ma communication, elle est vraiment fondée sur un plan très simple. D'abord, je vais partir de ces indices d'inégalité au Paléolithique. Quels sont-ils et pourquoi on ne parle pas des indices d'égalité ? Et finalement, ça m'a amené à une question un peu plus large, qui est pourquoi les proxys ne fonctionnent pas ? Eh bien, peut-être parce que nos modèles ne sont pas tout à fait adaptés non plus. Nos modèles pour décrire ce passage égalité-inégalité, et même cette idée. Est-ce que l'idée de passage égalité-inégalité est-elle totalement juste et aussi simpliste qu'on l'imagine ? Alors, les premières discussions très concrètes sur les différences de richesse importantes au Paléolithique, elles ont été avancées après les prémices des années 70-80. Dans les années 90, au tout début des années 2000, hein, vous connaissez toute cette littérature, et la plupart des discussions étaient initiées sur la base du mobilier funéraire, hein, ce qu'on retrouve dans les tombes, avec des exemples de richesses exhibées très importantes. Donc ici, toujours cette tombe qu'a réétudiée de Sungir, autour de moins 30 000, avec un homme inhumé, 25 bracelets en ivoire de mammouth, un diadème, une coiffe en dents de renard, 3000 perles d'ivoire sculptées et polies. Et à quelques mètres de cette tombe, une inhumation quasiment identique, mais là avec deux immatures dont l'âge avait été estimé à 10 et 13 ans, et un mobilier funéraire comparable. Donc là, tout de suite, ça pose la question de pourquoi des enfants ont un mobilier funéraire aussi abondant, et donc pourquoi pas l'existence d'une sorte d'élite à cette époque du Paléolithique, avec une transmission héréditaire des richesses et potentiellement d'un certain pouvoir associé. De même datation à peu près, on a d'autres exemples, hein, le prince de Ligure, un jeune adulte masculin avec une tenue rituelle, une sorte de ce qui a été interprété aussi comme un sceptre en silex qui viendrait de loin, une coiffe ornée avec des coquillages perforés, des dents de cerf. On retrouve toujours un peu ce même genre de parure qui semble indiquer l'importance d'un personnage. On a eu dans les années 2000 une succession de publications aussi assez forte par Marianne Van Heeren et Francesco De Rico. Il y a cette tombe de Saint-Germain-à-la-Rivière, une sépulture féminine, avec une datation radiocarbone à 15 570, plus ou moins 200 BP, donc plutôt contemporain du Magdalénien. Des dents perforées, qui seraient des éléments de parure, ou alors il y a eu la discussion sur éventuellement des monnaies, des canines de jeunes cerfs mâles qui sont plutôt rares et difficiles à se procurer. Donc les auteurs font la remarque que ces dents ont probablement été acquises par des échanges sur des longues distances et que par conséquent, elles représentent sans doute un objet de prestige, quelque chose de difficile à se procurer, donc qui a une certaine valeur. Plus récent et un peu plus étonnant encore, on a aussi la tombe de l'enfant de la Madeleine, hein, fouillée à Tursac, en Dordogne, pas loin d'ici, toujours par Marianne Van Heeren et Francesco De Rico, cette publication, donc, qui reprend des données anciennes, hein, et qui montre comment cet enfant qui portait un habit brodé de dentelle tronçonné pour en faire des tubes, a probablement hérité d'un statut, d'après les auteurs, un statut social qui serait propre à cette classe d'âge, d'après les auteurs, puisqu'on voit que sa parure a été spécialement confectionnée pour lui, d'une part, parce qu'elle a des tailles qui semblent correspondre à l'âge de l'enfant. Et deuxième argument aussi, on dépasserait le cadre de l'affection parentale, et donc on serait plutôt dans l'indice d'une stratification sociale, parce que
Alors, je ne sais plus quel est le deuxième argument. Je n'ai pas tout noté. En tout cas, excusez-moi, il y a eu donc une norme. Ah oui, si, parce que visiblement, cette parure montre des traces d'utilisation. En tout cas, elle n'aurait pas été confectionnée uniquement pour mettre dans la tombe. Et donc, elle aurait été portée aussi comme un habit ostentatoire dans un cadre peut-être plus quotidien. Alors, les questions qui sont posées par ces interprétations, eh bien, elles sont simples. Je reprends là le propos de Christophe, c'est les inégalités de richesse transcrivent-elles des inégalités de hiérarchie nécessairement? On sait par la littérature ethnographique que ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, les inégalités de richesse, si elles transcrivent des inégalités de pouvoir, sont-elles proportionnelles à ces pouvoirs? Ce n'est pas non plus nécessairement le cas. Et enfin, les inégalités dans la mort sont-elles le reflet exact de celles dans la vie? Encore une fois, Christophe a démontré qu'il y a des exemples qui nous disent que non, ce n'est pas aussi nécessairement le cas. Donc on voit qu'on a des indices, mais qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Alors, d'une manière un petit peu encore plus matérialiste, on a vu se développer des études plus récemment qui utilisent le coefficient de Gini et la courbe de Lorenz comme indice d'inégalité sociale. Donc là, on est même plus que des indices, on est vraiment sur des proxys puisqu'on mesure quantitativement des différences de richesse. C'est un outil qui a été développé par un statisticien et un sociologue italien, Gini, et qui permet de mesurer la richesse d'un groupe, au sein d'un groupe, les différences de richesse au sein d'un groupe, sachant que 0 correspond à une égalité de richesse totale et 1, toutes les richesses seraient concentrées dans un seul foyer. Donc ça montre la répartition des richesses au sein d'un groupe et donc potentiellement le niveau d'inégalité. Alors ça a été surtout utilisé par les archéologues et les anthropologues anglo-saxons. C'est quand même une tendance qui est assez peu développée en France. On est plus sceptique sur ces méthodes, et à raison. Et il y a eu toute une session du congrès de la SAA en 2016 consacrée à l'application du coefficient de Gini aux populations anciennes. De là a découlé en 2018 la publication d'un ouvrage collectif, 10,000 Years of Inequality, où chacun des auteurs tente d'appliquer cet indice à différents cas archéologiques. On a de manière intéressante un chapitre conclusif qui s'appelle Deep Inequality, où ils essayent de se mettre tous ensemble pour faire des comparaisons entre sociétés. Donc, vous voyez ici, par exemple, ce graphique qui montrerait, donc, entre, par exemple, les sociétés contemporaines aux États-Unis qui ont un niveau d'inégalité d'après le coefficient de Gini maximal, et dans l'histoire, si on remonte, on voit des différences. Alors, ici, sur ce graphique, vous voyez tout de suite qu'on n'a pas de chasseurs-cueilleurs à proprement parler. Pourquoi? Parce que les indices utilisés pour mesurer ces coefficients de Gini, dans cet ouvrage, ils sont surtout basés sur la taille de l'habitat. C'est un petit peu difficile de faire des strictes comparaisons entre des civilisations, des groupes qui n'ont absolument rien à voir sur le plan matériel. Et c'est une donnée aussi qu'on a un peu moins, de façon un peu moins présente pour le paléolithique. En tout cas, quand on parle de groupes complètement mobiles, on se dit bien que la validité d'un tel indice est tout à fait questionnable. Donc, vous voyez tout de suite les gros points d'interrogation qui peuvent surgir d'une telle méthode. Toujours est-il que, d'après les auteurs, les chasseurs-cueilleurs ont un coefficient de Gini médian à 0,17 et les sociétés d'agriculteurs seraient plutôt à 0,35. Donc, de fait, les chasseurs-cueilleurs montreraient moins de différence de richesse et donc plus d'égalité ou moins d'inégalité. Alors aussi, il note quelque chose d'assez intriguant, c'est que vous voyez au milieu du graphique Teotihuacan,
le plus faible coefficient de Gini, de manière assez étonnante pour les auteurs, 0,12, et pourtant on connaît bien les pratiques sacrificielles, tout un tas de données archéologiques qu'on connaît sur Teotihuacan et qui, par ailleurs, font penser à des sociétés quand même plutôt hiérarchisées et plutôt inégalitaires. Sur cette question, pas d'explication des auteurs. La mienne est que ce coefficient de Gini est quand même très limité pour parler d'inégalité, en tout cas d'inégalité sociale. Alors l'idée de mesurer les inégalités avec ce coefficient de Gini, elle n'était pas nouvelle. Hein. Si on remonte un peu dans le temps, on trouve en 2015 cet ouvrage de Ian Morris, Foragers, Farmers and Fossil Fuels, où déjà il essaye de faire un équivalent entre différentes sociétés et il estime le revenu paléolithique moyen à 1,10 $ par jour, la valeur US dollar de 1900. Alors d'où vient ce chiffre complètement farfelu? Quand on le lit, on ne comprend pas tout à fait, mais j'ai eu la sensation que c'était un calcul d'équivalent de valeur calorifique moyenne de l'apport alimentaire quotidien. Alors évidemment, si on compare ça avec un McDo, forcément on a des différences assez importantes. Là encore, bon, je vous ai vu rire assez unanimement. Là encore, si on considère les choses sérieusement, oui, il compare ça aussi donc avec ce fameux chiffre. On aurait actuellement sur des sociétés contemporaines ou d'agriculteurs d'ailleurs des revenus moyens entre 1,50 $ et 2,20 $ par jour, donc presque un doublement de ces besoins pour vivre. Alors là, on est sur du calcul qui est ultra simpliste, qui ne prend absolument pas en compte des données qui sont, des critères, des paramètres vitaux ou non vitaux d'ailleurs de la vie des chasseurs-collecteurs, qui sont supposés être gratuits. L'habitat, l'habillement, etc. Effectivement, si vous le prenez un manteau de fourrure au Paléolithique ou un manteau de fourrure aujourd'hui, ça n'a pas tout à fait le même coût, mais on élude complètement cette donnée du travail qui est fourni et de la difficulté à se procurer la bête, hein, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un manteau de fourrure, on a pu à faire toute la préparation de la chasse. C'est un petit peu plus simple. En tout cas, on retrouve quand même en filigrane l'argument de Marshall Sahlins dans Stone Age Economics, âge de pierre, âge d'abondance, des sociétés paléolithiques où régnerait une certaine abondance naturelle et qui a un faible coût et qui permettrait de vivre dans un état d'égalité, finalement, puisqu'il ne faut pas tout à fait se battre, d'après tous ces auteurs, pour se procurer des ressources. Alors, vous voyez toutes les lacunes de ces méthodes qui mesurent la richesse. L'une autre, je l'ai dit, est que là-dedans, moi, je ne vois aucune société de chasseurs-collecteurs pure. Hein, donc, on a les mêmes auteurs qui ont fait un article un peu plus récemment dans Nature, où là, cette fois, ils ont quelques exemples de chasseurs-collecteurs et on voit effectivement ce coefficient de Gini très très bas, autour de 0,17. Alors, proxy, donc, principalement basé sur la taille des habitations. Mais si on prend ce critère du point de vue archéologique, on peut aussi quand même, dans certains contextes vraiment très privilégiés où la conservation est exceptionnelle, et là on pense aux séquences de l'Eus qu'on a en Europe de l'Est, et au site de Gonski, ceux qui le connaissent reconnaissent François Djinjian, entre ces deux cabanes en os de mammouth, numéro 3 et 4. Sur ce site, on a effectivement la chance d'avoir une conservation exceptionnelle de l'habitat, 4 ou 5 huttes, cabanes qui ont des diamètres qui varient de 4 à 7,5 mètres, mais on a aussi une cabane beaucoup plus petite à côté, donc pourquoi pas imaginer cette taille de l'habitat différentiel. Chaque cabane est aussi très différente dans sa manière d'être construite. Donc c'est pas un site qui est isolé, hein, on a un ensemble chronoculturel assez cohérent autour du site de Gonski où on retrouve ces habitats, mais effectivement, les auteurs, les fouilleurs notent qu'il y a des différences de construction qui sont assez propres et donc pourquoi pas imaginer que cela révèle des inégalités de richesse et pourquoi pas de statut.
là aussi, on a une société une culture matérielle où il y a des parures, donc peut-être des différences affichées de statut. Allant plus loin encore, Christophe avait parlé de la monumentalité, des mégalithes. Qu'est-ce qu'on fait d'un site comme Göbekli Tepe? On n'est pas en Europe, tout à fait, on est aux marges de l'Europe, on est à la frontière turco-syrienne, mais quand on tombe sur un site comme ça, il est difficile de se dire qu'il n'a pas fallu des dizaines, voire des centaines d'hommes pour ériger ces énormes piliers qui mesurent plus de 4 mètres pour certains, et qui sont vraiment disposés en sorte d'enceintes circulaires successives. Et là, vraiment, on est 1500 ans avant les premières attestations d'agriculture dans la région, sur des représentations d'animaux sur les piliers, et sur quelque chose d'assez organisé, donc qui présupposerait peut-être l'existence d'une classe qui a organisé cette construction et donc qui dominerait les autres sur certains plans, et par conséquent toujours cette question de hiérarchie et d'inégalité sociale. Alors là, on remonte avant l'hypothèse qui avait été autrefois invoquée par Cauvin, qui voyait dans le néolithique une révolution religieuse et donc l'appropriation par l'émergence de personnages qui font cette intercession avec les entités. Et là, on est vraiment 1500 ans avant ce PPNB, et donc on permet de remonter cette, entre guillemets, révolution religieuse, qui, à mon avis, n'est pas fixe à un endroit, puisqu'on sait très bien qu'en Europe, on a en Europe continentale, on a des attestations qui peuvent aussi correspondre à des religions peut-être formalisées. Donc, voilà, les auteurs qui ont écrit beaucoup parleraient de hiérarchie élevée au ciel avant d'être rapidement détruite. Pourquoi rapidement détruite? Eh bien, parce que justement, au moment de l'éclosion de cette néolithisation, curieusement, c'est pas là où semblent exploser les hiérarchies, si on suit la logique des auteurs, puisque Göbekli Tepe, comme les sites satellites, on a d'autres sites autour de Göbekli Tepe avec des stèles qui sont plus petits, donc moins présents dans la littérature, mais c'est pas un site isolé non plus. Et là, à ce moment, volontairement, les populations locales ou exogènes, peu importe, ont enseveli le site, c'est-à-dire que le site, il était sous une butte, sous un tel Göbekli Tepe, d'ailleurs ça veut dire le tel ventru, enfin la montagne dodue. Et d'après les micromorphologues qui ont travaillé dessus, on est vraiment sur un remplissage fait par l'homme et en une seule fois. Donc d'un seul coup, on aurait décidé d'enterrer ces sanctuaires, et ce, sur plusieurs sites de manière concomitante. Et cela correspond justement avec l'apparition de ce PPNB, de ces premières attestations indubitables de l'agriculture. Donc, un aller-retour dans cette flèche égalité-inégalité. Si on prend l'art, on a ce proxy, cet indice plutôt utilisé et développé par Emmanuel Guy dans son ouvrage. Alors là, j'ai mis Lascaux, mais tu as plutôt parlé de Chauvet et de Niot, mais qui permettrait de parler d'une aristocratie à l'âge de pierre, puisqu'on aurait la maîtrise et la transmission sélective d'un savoir-faire, donc des peintures qui nécessitent un certain degré de maîtrise, et donc un apprentissage qui prend du temps, et donc cela prouverait l'existence d'une élite qui aurait accès à ce savoir-faire. Alors, ça pose... oui, effectivement, on a tous en tête cette littérature archéologique qui parle de l'explosion artistique au Paléolithique supérieur européen. Pourquoi d'un seul coup on retrouve des milliers de manifestations alors que sur les périodes précédentes on a beaucoup moins? Et ce foisonnement, est-ce qu'il est corrélé à une explosion des inégalités, des hiérarchies, et donc le besoin d'exprimer pour une certaine classe des considérations un peu différentes des considérations basiquement matérialistes. Alors là, moi, j'ai envie de dire que la distinction entre
ce qui est purement utilitaire et ce qui ne l'est pas, de point de vue alimentaire, me semble un petit peu factice, parce que il peut y avoir des considérations spirituelles qui sont quasiment nécessaires à la vie, qui font partie de la subsistance de certaines populations. Et cela, malheureusement, en archéologie, on y a difficilement accès. Alors, il y a aussi, pour être complet sur le tour d'horizon, Brian Hayden parle de ces grottes comme des lieux qui manifesteraient l'existence de sociétés secrètes qui donneraient un accès restreint à un certain nombre de gens qui appartiendraient à la bonne classe, qui rentreraient dans les codes et dans les usages de ces sociétés secrètes. Et donc, ces individus posséderaient un pouvoir spirituel sur les autres et en tireraient aussi des bénéfices matériels à l'évidence. Donc, une sorte d'intercession avec des entités qui est monopolisée par une classe. Mais là, je reviens sur l'intervention de Charles Stepanov dans les questions, qui dit « apprentissage long ne veut pas forcément dire hiérarchie ». Donc là encore, sur ce marqueur, on a un certain nombre de petites choses qui ne collent pas tout à fait. Quant à parler des marqueurs purement, des transitions purement sociales. Brian Doyle parle de l'émergence de chefs, de personnalités, AAA, les avides, agressifs, accumulateurs. Là, du point de vue archéologique, vraiment, c'est très compliqué. À part relier encore ça à nouveau aux funéraires et donc voir des tombes de gens qui seraient ces fameux AAA, les grands méchants, qui créeraient les inégalités. C'est effectivement un pas que peu d'entre nous franchiront. Alors sur cette question de monopolisation d'un pouvoir, c'est pas complètement nouveau. Hein. Si on reprend l'ouvrage que j'avais mis en vignette de Flannery et Marcus en 2004, déjà, il parle d'une étape majeure sur la voie de l'inégalité avec la survenue de l'émergence d'un certain nombre de membres du clan qui auraient une renommée inhabituelle, donc qui seraient soit des chasseurs exceptionnels, des experts dont on a parlé tout à l'heure, des guerriers, des gens qui savent communiquer avec les esprits, etc. Bon, là encore, archéologiquement, c'est quasiment impossible de les détecter. Et tout cela pose la question, bien sûr, de la signification sociale de la notion de spécialisation ou de l'expertise, hein, on peut discuter. Tu as montré les feuilles de laurier, hein, dont Emmanuel disait aussi, voilà, y a pas, ça nécessite une formation longue, il n'y a pas vraiment d'utilité à faire quelque chose d'aussi beau. Mais à l'inverse, si on regarde un peu après, est-ce qu'on peut dire qu'au bas de Goulien, le lithique, il est quand même pas très jojo, c'est quand même quelque chose d'assez expédient. Dans ce cas, on n'aurait pas de hiérarchie sociale ou on n'aurait pas de classe qui dominerait les autres. C'est une question qui a été posée par Pierre Baudu dans une réunion, on avait parlé de cela. Alors on voit finalement qu'il y a de nombreux indices archéologiques, hein, ça devient difficile de ne pas parler de l'existence de sociétés inégalitaires au Paléolithique, et pourtant aucun proxy n'est réellement satisfaisant. Hein. On a vu que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que les inégalités de richesse ne transcrivent pas proportionnellement les inégalités sociales, et inversement. Les inégalités dans la mort ne sont pas toujours le reflet de celles dans la vie, et inversement. Le degré de matérialisation d'inégalité ne reflète pas nécessairement le niveau d'inégalité d'une société et inversement. Et enfin, l'existence de spécialisation ou d'expertise ne signifie pas nécessairement qu'une société est inégalitaire. Donc voilà, on est presque contraint à un certain nombre de raccourcis parce que nos proxys sont assez insatisfaisants pris individuellement. La question que cela amène, c'est si les proxys ne collent pas avec ce qu'on veut leur faire dire, c'est est-ce que la question est bien posée au final? Est-ce que les postulats de base desquels on part ne doivent pas, eux aussi, être mis en question? Et donc là, je voulais juste ouvrir une petite discussion un peu polémique dans cette deuxième partie.
effectivement, je l'ai dit en introduction, si on regarde la majeure partie de la littérature archéologique, dévolue à la question de l'émergence de la complexité sociale, on repose sur ce modèle évolutionniste implicite. Alors là, je l'ai vraiment caricaturé, hein, avec cette grosse flèche de l'évolution. Bien sûr, on a des aménagements avec des allers-retours possibles, mais grosso modo, on aurait ce passage de société égalitaire vers de plus en plus de sociétés inégalitaires. Alors, ce qu'on fait depuis une trentaine d'années, finalement, est-ce que ce n'est pas juste déplacer l'émergence de ces inégalités au Paléolithique et dire, voilà, il y a aussi des sociétés inégalitaires dès le Paléolithique supérieur. Alors là, maintenant, voilà, la question, c'est de savoir quand exactement. Et donc, la course à, finalement, est-ce qu'on ne peut pas remonter au début du Paléolithique supérieur? Et est-ce que la prochaine couverture de Science ou Nature ne sera pas de dire, ah bah oui, il y en a aussi au Paléolithique moyen, finalement, on a trouvé les indices. Alors, dans cette course au temps ancien, finalement, est-ce qu'on ne doit pas revoir un petit peu les modèles? Donc, ça a été déjà une question qui a été posée par nombre d'entre nous, et il y a eu des adaptations au modèle. Tu en as parlé tout à l'heure avec Brian Hayden qui dit effectivement noir ou blanc, c'est un petit peu simpliste. Hein. Il y a Damien Impezès qui avait organisé l'année dernière une journée sur les dualismes en préhistoire. C'est vrai qu'on est une discipline très 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 noir ou blanc, et donc voilà ce genre d'adaptation qui ont été proposées avec des transcatégories, une société transégalitaire qui mixerait un peu des deux. Moi, j'aimerais aller encore plus loin. Dire déjà que tout ce modèle, ça reste un modèle évolutionniste avec implicitement un certain nombre de présupposés. Le premier, l'égalitarisme est la forme de base des sociétés humaines. Et il y a un livre qui questionne cela, et malheureusement il est assez peu lu dans le monde archéologique. C'est l'ouvrage de Christopher Böhm en 1999, Hierarchy in the Forest. Et lui pose cette question justement de qu'est-ce que l'égalitarisme? Et il renverse un petit peu le problème en disant, eh bien voilà, finalement, l'égalitarisme, c'est aussi une forme de domination de certains sur les autres. C'est une pyramide inversée. Ce sont des systèmes où les plus faibles se coalisent pour dominer les plus forts qui restent en bas de la pyramide et qui donc ne sauront jamais émerger. Il y a une sorte de guillotine naturelle, on coupe les têtes qui dépassent. Et donc c'est aussi finalement les systèmes égalitaires sont aussi des systèmes où la domination est importante. Le deuxième présupposé, c'est l'absence de preuve d'inégalité, est une preuve d'égalitarisme. On se perd dans les mots. Est-ce que sur les périodes anciennes, parce qu'on ne retrouve pas des traces matérielles qui en attestent, on est vraiment sur des sociétés égalitaires? Et troisième présupposé, différences sociales sont une preuve d'inégalitarisme. Et donc je vais vous montrer pourquoi dans mon propre travail, j'ai été confrontée à ces questions. Et enfin, voilà, surtout, le monde se divise en deux catégories, cette vision binaire. On doit classifier les sociétés et elles sont soit égalitaires, soit inégalitaires. Et bien finalement, moi, dans les attestations que j'ai vues, je me suis trouvée face à des données contradictoires pour les mêmes sociétés. Alors je ne vous passerai pas du tout l'étude de cas en détail, je voulais juste vous dire que j'ai travaillé sur ce grand site rupestre de Wadi Sourat II, une découverte relativement récente, plus de 8000 peintures, on est sur un horizon chronologique autour de 6000 BC, on est sur les derniers chasseurs d'Afrique du Nord. Et donc on a ces panneaux énormes, un abri qui sort de palimpseste géant de 20 mètres de large, avec, à la différence de l'art du paléosup européen, vraiment énormément de représentations humaines. C'est vraiment une différence majeure entre ces deux traditions artistiques. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette étude de cas, c'était d'individualiser les scènes de groupe, de prendre individuellement chacune de ces scènes. Vous voyez que ça a été un vrai casse-tête, comme vous voyez là, on a l'impression que c'est une sorte de magma indéchiffrable. J'ai pu individualiser 70 scènes de groupe dans cet abri, et je me suis posé la question du point de vue de ces
artistes qui ont représenté, de ces peintres qui ont représenté des groupes. Est-ce que finalement ils voulaient nous représenter les gens d'une manière plutôt égalitaire, avec des signes d'égalité, donc de la même façon, ou avec des signes d'inégalité? Alors pour ça, j'ai utilisé un certain nombre de marqueurs qui montraient des niveaux de différenciation, avec des moyens de différenciation et des types de différenciation. Je vous passe le détail. Toujours est-il que je suis arrivée à des scores d'individualisation. C'est vraiment des outils complètement empiriques et fabriqués pour l'occasion et qui ne resserviront probablement jamais d'ailleurs. Et je suis arrivée à ces deux graphiques, entre autres. Un premier sur la gauche où je montre, qui montre que le nombre d'individus dépend énormément de l'activité des peintres. On a des larges groupes sur des scènes qui sont plutôt des scènes qui ont moins trait à des contextes domestiques et peut-être un peu plus festifs ou rituels, même si je mets d'énormes guillemets entre tous ces termes. Et à droite, les scores d'individualisation, eux, qui montrent que justement dans ces scènes où on a des assez larges groupes, on a aussi une tendance à l'individualisation qui diminue. Et mon hypothèse, c'était est-ce que ce n'est pas justement des moments de la vie sociale où la cohésion est plus importante, où l'esprit de groupe se renforce, puisqu'on est sur des scènes de danse, musique, rituels, ou des scènes mythologiques, et à côté, des scènes qui impliquent que chaque individu soit représenté, des scènes d'activité domestique, de combat, où, pour des raisons évidentes, on représente des individus en particulier. Alors, tout ça m'a emmené dans un certain nombre de questions, et une des principales conclusions que j'ai esquissées, c'était que l'expression des signes d'égalité ou d'inégalité, elle dépend plus d'un agenda social, donc d'un type d'activité, d'un moment de la vie sociale du groupe, plutôt qu'un niveau global d'égalité ou d'inégalité sociale dans le groupe, donc d'imaginer une structure sociale qui serait monolithique et qui s'exprimerait de la même façon à tous les moments de la vie du groupe. Alors, je passe très très rapidement, mais je me suis aussi demandé si on retrouvait la même chose chez les premiers pasteurs, hein, puisqu'on est sur une transition, dernier chasseur, premier pasteur. Donc, j'ai pris un ensemble de sites pour les deux groupes de population. Et là, j'ai vu qu'il y avait une transition assez importante, enfin, un bouleversement assez important dans les types de représentation, dans le nombre des sites, etc. Et donc, pourquoi pas observer une sorte d'évolution des structures sociales, ou en tout cas d'évolution de la pratique de l'art rupestre et des contextes de la pratique de l'art rupestre. Toujours est-il que cela m'a amené à une littérature anthropologique qui est assez peu convoquée, mais qui me semble ouvrir des réponses ou donner des pistes de réflexion pour répondre à cette question. Quel modèle? Est-ce qu'on garde le modèle société égalitaire versus société inégalitaire, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir un petit peu différemment? Alors, je voudrais juste vous renvoyer à cet article de Gary Feynman, Kent, Lightfoot et Stedham Upham, qui montre que chez les Pueblos du sud-ouest américain, on a une telle intrication des différences de hiérarchisation entre différents groupes à l'intérieur des sociétés, qu'au final, toutes ces différences s'équilibrent et se contrebalancent, et au final, on peut qualifier, en tout cas la majeure partie des anthropologues qui ont travaillé dessus, qualifient ces sociétés d'égalitaires. Donc, les inégalités créeraient l'égalité, si je le résume très simplement. J'espère que vous me suivez à peu près. Alors déjà, première lumière qui s'allume en moi. Et puis récemment, en cherchant encore un peu plus, je suis tombée sur cette idée que, à force de chercher à classer soit en égalitaire, soit en inégalitaire, on oublie qu'il existe des sociétés à double morphologie. Et là, je prends vraiment l'exemple le plus caricatural. Vraiment, je vous invite à lire ce fabuleux article. C'est plus qu'un article, d'ailleurs, c'est presque un ouvrage de Marcel Mauss, l'essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, étude de morphologie sociale.
Et donc, il démontre vraiment de manière magistrale comment... Alors, lui, il a une perspective un peu environnementalo-déterministe, hein, mais il démontre comment des mêmes groupes peuvent, en été, en fonction des ressources, avoir une organisation extrêmement inégalitaire, avec la domination tyrannique d'un patriarche sur l'ensemble, un sens de la propriété privée qui est très marqué, et au changement de saison, à l'hiver, là où les phoques et les morses affluent sur les côtes, se rassembler en de larges groupes dans des maisons collectives, et puis prôner les valeurs de partage, égalité, altruisme, vie collective, richesse partagée, mais aussi on assiste à un véritable changement de mœurs, hein, et les partenaires sont échangés, on a vraiment un système qui est profondément différent. Alors, ce n'est pas le seul exemple, hein, on commence à en trouver dans la littérature. Si vous avez aussi des connaissances d'autres mentions, j'en ai trouvé chez Robert Lowy, mais pour l'Amérique. Voilà, je suis arrivée à la conclusion, ça tombe bien. Donc, quel modèle j'en arrive donc au fait. Ce que j'avais esquissé dans une précédente publication, c'était cette nature malléable des organisations sociales qu'il ne faut absolument pas mésestimer. Enfin, ce que j'appelle la nature malléable, mais on peut l'appeler vraiment différemment. Conclusion, ces proxys, hein, c'est la même conclusion que Christophe, et je pense que tout le monde vraiment la partage. À ma connaissance, les proxys archéologiques semblent pointer vers vraiment l'existence de sociétés inégalitaires au paléolithique, mais chacun de ces proxys est discutable, ils doivent être pris avec précaution. Cette existence d'inégalité, elle n'est pas nécessairement le signe indiscutable d'une société inégalitaire, là il y a encore franchi encore un pas. Le problème ne vient pas peut-être pas seulement des proxys, mais aussi de nos modèles, qui sont peut-être un peu simplistes. Et donc, il faut sans doute questionner ce postulat selon lequel l'état de base des sociétés est la société purement égalitaire. Pourquoi ne pas prendre en compte un peu cette complexité sociale des sociétés humaines en considérant de manière un peu plus fine la coexistence possible de deux modes de fonctionnement dans bien nombre de sociétés. D'ailleurs, nombreux sont les archéologues qui publient et qui insistent sur la notion de saisonnalité qui peut être un des paramètres de changement social, donc au LGM, Tardy-Glaciaire. Alors moi j'appelle ça la relativité de la structure, la nature malléable des organisations sociales. J'ai retrouvé ça aussi chez Evans Pritchard qui parle de relativité de la structure chez les Nuer dans son formidable ouvrage sur l'organisation sociale des Nuer. Merci. On a 10 minutes. D'accord, donc voilà, on gardera plein d'autres questions pour la suite. Alors, je vais profiter honteusement de ma position pour garder le crachoir, parce que moi j'avais quelques réactions aussi. Alors, une remarque qui a été faite à la pause pour le plan pratique, c'est que quand on a des interventions de la salle, il serait peut-être pas mal que les gens se présentent. Pas forcément très longuement, mais enfin voilà, s'identifie d'abord pour faciliter la discussion, et puis comme accessoirement la prise de vue et de son ne montrera même pas la trombine de l'intervenant, ça peut être mieux pour les quelques-uns que ça pourra intéresser d'arriver à suivre. Juste, alors, en essayant d'être pas trop long, il y a plein de choses qu'on a envie de discuter là-dedans. Je pense qu'on a un souci déjà de vocabulaire avec cette histoire d'inégalité qu'on tend à confondre avec différence. Hein, et il me semble qu'on aurait tous intérêt à bannir le mot inégalité de la discussion. Enfin, le bannir, j'en sais rien, mais en tous les cas, l'avantage du mot de richesse employé par Testard, c'est qu'au moins, quand il dit société à richesse, société sans richesse, voilà, on sait de quoi on parle. D'ailleurs, lui-même insistait longuement. Un peu quand même, hein, me semble-t-il. En tous les cas, lui insistait longuement pour dire que les sociétés sans richesse n'étaient pas égalitaires. Voilà, donc on peut dire que c'en était
par commodité, mais lui insistait beaucoup en disant les Australiens, quand il y a quelqu'un qui a 10 épouses et l'autre qui en a 0, bah, vous voyez, c'est pas égalitaire, mais ce ne sont pas des inégalités de richesse, sous-entendu, de richesse matérielle. C'est le problème des Yuki que quand on a des esclaves, est-ce que ça compte ou pas? Enfin bon, bref. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, rapidement, sur l'histoire de est-ce que justement l'État, alors moi je vais dire, sans richesse, dépourvu d'inégalité de richesse, est-il l'état de base des sociétés humaines? Il me semble que la question se subdivise en deux et qu'on a intérêt à faire là aussi la différence entre les deux. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'état qui correspond à la nature humaine, hein, qui est un peu le truc qui a été défendu justement. Voilà. Alors ça, évidemment, je pense qu'on a intérêt à pas du tout s'aventurer dans des histoires de nature humaine dont jamais personne a pu savoir ce que c'était, hormis le fait que justement l'homme n'est pas naturel, enfin, est un être culturel. Mais par contre, et c'était le sens, il me semble, de ce que dit Böhm, hein, de dire que l'égalitarisme de richesse des sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, etc., il est produit socialement. C'est-à-dire qu'il n'est pas le résultat comme ça, spontané, du chromosome de la générosité ou de la bonté ou de l'altruisme. Il est le fruit d'un certain nombre d'institutions sociales qui... voilà. Mais on doit quand même, me semble-t-il, constater et essayer d'expliquer le fait que, tiens, bizarrement, ce type d'institution sociale se retrouve chez les chasseurs-cueilleurs mobiles et les petits cultivateurs non-stockeurs et pas chez les autres. Voilà, et qu'il y a quand même... voilà. Alors le troisième point, c'est une question que je voudrais soulever, qui m'est apparue pendant que tu parlais, que j'avais déjà plus ou moins en tête, mais voilà, qui m'est apparue plus nettement, c'est... qui est apparu aussi dans des questions précédentes. Je me demande si ça peut pas être intéressant de se demander qu'en est-il du Mésolithique. Je m'explique. Je me demande si on n'a pas un paradoxe, au sens où il semblerait, mais là les archéologues me corrigeront si je dis une bêtise, ce qui est bien possible, il semblerait qu'au Mésolithique, on ait plein de raisons de penser que les inégalités ont pu commencer à se développer. Plus de stockage, plus de pêche côtière, plus de choses comme ça, qui seraient le début du commencement, voilà, enfin des facteurs considérés généralement comme la mise en place de la richesse. Or, il semblerait, là aussi, on me corrigera si je dis encore des bêtises, que c'est un peu le moment où les signes visibles de ce qui pourrait être des marqueurs d'inégalité ont plutôt tendance à disparaître, c'est-à-dire moins d'art un peu, on va dire, ostentatoire pour le faire très vite, moins de production matérielle très raffinée, etc., etc. Et je me demande si voilà, ça vaudrait pas le coup de réfléchir à est-ce que, bon, c'est peut-être un paradoxe qui n'est que apparent et dans ma tête, etc. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose qui vaudrait le coup de s'interroger? Et je repasse immédiatement la parole à qui la veut. Et je crois qu'il y avait Charles qui avait été le plus rapide, mais... Ah, on cherche le micro baladeur qui... Je ne sais pas apparaître et disparaître comme ça. Ah, mais il va falloir apprendre. Hein. Qui? Charles, il est juste devant. Merci beaucoup à tous les deux pour ce panorama très utile, méthodologique. Pardon, non, oui. C'est Manu. Je n'ai pas de montre, il faut que tu surveilles l'heure. Ouais. Alors, j'ai une question pour Christophe. Sur les conclusions que tu tires finalement de, il me semble, un aboutissement quand même très important de Testard. Il a évolué sur cette question. C'est vrai que dans son ouvrage de 82, il distingue des sociétés égalitaires et d'autres inégalitaires. Et dans l'ouvrage Avant l'histoire, il dit qu'il n'y a pas de société égalitaire. Là, on n'a que des sociétés inégalitaires. Il y a de la domination masculine partout, et ça, on n'en parle pas beaucoup ici, ça me paraît important. Il y a aussi de la domination des anciens sur les jeunes, des classes d'âge. Donc ça, c'est des faits universels. On a simplement des sociétés qui font des usages différents des inégalités, et c'est là le point crucial. Et je ne crois pas que la richesse doive être tellement prééminente dans la réflexion là-dessus. Je trouve que tu lui donnes une importance trop grande, et en la séparant d'autres types d'inégalités par les savoirs, la culture. Tu dis que ça n'a rien à voir. Comme Bourdieu nous montre le rapport entre capital économique et capital culturel, et nous montre que le capital économique est extrêmement fragile s'il n'a pas... Je suis plus Marx que Bourdieu, moi. Pardon ? Je suis plus Marx que Bourdieu, oui, c'est comme ça. Bourdieu, c'est Marx plus Weber, mais il a raison parce que le capital économique, il est très fragile quand il est seulement économique. Et on le voit dans des sociétés
exemple. Moi, je pense aux Tchouktches du Nord-Est. Il y a des différences économiques énormes, avec des gens qui ont 3000 rennes et d'autres qui en ont 100. Mais ça ne se transmet pas, ça peut s'effondrer d'un instant à l'autre parce qu'on n'a pas un fondement idéologique statutaire derrière les différences économiques. Et du coup, je trouve que ça t'amène à des contradictions. Tu peux définir une société sans richesse qui a des esclaves comme une société égalitaire. Moi, je trouve, non, on ne peut pas arriver à une conclusion comme ça. Ce n'est pas égalitaire. Même s'ils n'ont pas de richesse, ils sont quand même inégalitaires. Et par ailleurs, alors, sur les exemples archéologiques, il me semble qu'on peut avoir d'autres interprétations que économiques sur ces marqueurs. Inversement, alors pour Tsungir, par exemple, il y a une interprétation régulièrement entendue, c'est une élite. Il y a quand même d'autres interprétations, celle de la paléopathologie, qui a montré, Formicola, qui a montré qu'il y a des individus pathologiques là-dedans. Dans d'autres sites de la même époque, on trouve ces tombes régulièrement, bizarrement. Il y a un ou deux individus, un nain, un gars qui a les jambes arquées, c'est assez récurrent. Peut-être un traitement ici de la singularité qui attire une attention particulière. Sur les feuilles de laurier, est-ce qu'il faut voir forcément là de la monnaie? On a des exemples en Californie, presque des feuilles de laurier, c'est utilisé dans des contextes rituels. Elles sont montrées, simplement exhibées, ostentatoires, mais elles sont gardées dans une famille. Et lors d'un mariage, on les sort, on les montre, c'est tout. Il n'y a pas d'usage utilitaire, mais pas non plus pour des échanges commerciaux. Pour les craches de cerf, aujourd'hui encore, il y a des gens dans la chasse à courre, ils portent des craches de cerf. C'est pas du tout une monnaie, c'est un objet qui est transmis de génération en génération. Je travaille un peu là-dessus. Et ça ressemble au paléolithique, c'est porté comme ça. Et ils me disent, c'est ça, ça vient de ma mère, ça vient de ma grand-mère, etc. Donc il peut y avoir toutes sortes d'autres interprétations non économiques. Ce qui me semble crucial, c'est comment on va avoir une rigidification à un moment idéologique des inégalités. Et Maurice Bloch a travaillé sur cette question. Il compare les formes de domination dans les sociétés de primates non humains, les chimpanzés. Ils sont aussi inégalitaires. Tu as aussi comme en Australie, le mâle qui a 10 femelles et les autres qui n'en ont aucune. Et ça marche sur de la puissance, sur l'accès à la nourriture. Il y a une violence et une inégalité très forte. Sauf que chez les chimpanzés, le dominant, il doit faire ses preuves à chaque instant. Et le jour où il est moins fort, il est éjecté. Maurice Bloch, il dit, le prof au Collège de France, la domination chez les humains, c'est pas pareil. Une fois qu'il a son statut, il est rigidifié jusqu'à la retraite. Il n'a plus besoin de faire ses preuves régulièrement. Parce que là, derrière, sous-jacent, on a une idéologie hiérarchisante. Et c'est vrai que, et là je rejoins ce que disait Emmanuel à la fin, on voit des sociétés qui jouent là-dessus, qui jouent sur la hiérarchie, qui lui mettent des limites, saisonnières par exemple. Tout ce que tu disais à la fin, Emmanuel, ça rejoint un article, je ne sais pas si tu connais, de Waingro et Graeber, qui est sorti récemment, qui reprend justement Mauss, Farwell, The Childhood of Man, dans le GRI. Oui, je crois qu'ils citent aussi d'autres, ils ont trouvé d'autres exemples aussi. Oui, plein d'autres exemples ethnographiques, et ils l'appliquent au Paléolithique supérieur, pour dire on a des sociétés à double morphologie, mais qui ne subissent pas cette double morphologie, qui le choisissent. C'est un choix volontaire de société, qui font de la sociologie, qui choisissent des formes d'organisation, pour mettre des limites, en fait, pour empêcher la rigidification des statuts sociaux. Et c'est là qui est, à mon avis, quelque chose de crucial. Ils choisissent de donner une valeur transcendantale, comme dit Maurice Bloch, à des inégalités ou pas. J'ai le temps de répondre ou c'est mort? Si c'est très court, tu as le temps. J'ai peur que ce soit pas très court. Bon, vas-y, on verra. Non, rapidement, enfin... alors d'abord, je me suis sans doute mal exprimé, mais je n'ai pas dit que justement la société Yuki était une société égalitaire. Et quand j'ai employé le mot société égalitaire, je ne l'ai employé que par commodité, coupable, donc je me flagelle, et j'aurais dû dire à chaque fois société sans richesse. Voilà. Alors ce que je disais juste, c'est que justement la société Yuki est embêtante, parce que vu comment Testard définit la richesse, c'est un cas où on
selon sa définition, on peut choisir de dire elle est sans richesse, mais quand même c'est embêtant de trouver qu'une société où il y a des esclaves est une société sans richesse, ou c'est une société où il y en a, mais qui justement, où la richesse ne correspond pas aux critères qu'ils donnent pour les autres. Voilà, je signale le problème, mais je n'ai pas la solution, mais j'en suis bien conscient. Alors, sur ces histoires, alors, moi je pense que oui, des inégalités de toutes sortes, il y en a toujours eu, et la domination masculine, je suis longuement exprimé là-dessus dans un gros livre, donc on est d'accord. Je pense quand même qu'il y a un basculement réel dans l'histoire des sociétés humaines, des mécanismes sociaux à partir du moment où on se met justement à jouer avec les biens matériels, au sens les biens matériels prennent une importance dans la vie sociale qu'ils n'avaient pas avant. Et pour moi, il y a quand même clairement à ce moment-là, exactement comme plus tard, le jour où la propriété foncière prend sa forme moderne, et voilà, ça ne veut pas dire qu'avant tout allait bien et que voilà, mais ça prend une autre forme, une autre dimension. Et je pense, alors là, il y a vraiment une divergence de fond, mais qui rejoint ce que je disais sur ces histoires de inherited, achieved, etc. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'existence et la stabilité des inégalités de richesse en tant que trait social et leur existence et leur stabilité du point de vue de chaque individu. C'est une question tout à fait légitime, mais qui est une question différente. Est-ce que le capitalisme, les inégalités de richesse sont durables ou pas durables? Il y a tout un tas de capitalistes qui ont fait faillite, qui trouveront que pas assez, hein, que tout ça était beaucoup trop fragile, voilà, etc. Et il y en a qui, inversement, font fortune. Ça n'empêche pas que pour les capitalistes individuels, la survie est un problème permanent. À l'échelle de l'ensemble de la société, la survie des inégalités produites par le système se passe très bien. Voilà. Et je pense que ce qui vaut pour ça vaut aussi pour les sociétés anciennes. Évidemment qu'une société où il y a des institutions qui tendent à préserver les riches, voilà, des changements, etc., n'a pas la même tête qu'une société où il n'y a pas ces institutions, mais c'est une question différente que de savoir si la richesse existe ou pas. Et si elle est permanente au sens où la société la secrète de manière permanente, quitte à changer facilement les gens qui occupent les places. Voilà, bon, mais de toute façon, là, j'ai été beaucoup trop long. Et on aura l'occasion de j'espère bien. Mais là, il faut vraiment qu'on s'arrête parce que sinon, ça va être... Sinon, on va tous mourir de faim et ouais, ça va être affreux. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous à 14h.